Bienvenue dans ce nouveau numéro des entretiens exclusifs de l'agence de presse sénégalaise, la vitrine du Sénégal. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir ce soir pour ce nouveau numéro Mamadou Lamine Dianté, c'est le président du Haut Conseil du dialogue social. Bonsoir à vous, M. Dianté. Bonsoir Mansour, bonsoir à tes téléspectateurs et téléspectatrices et merci de nous recevoir dans votre émission. Merci beaucoup M. Dianté d'avoir eu l'amabilité de recevoir les équipes de l'agence de presse sénégalaise. M. Dianté, avec l'avènement de la troisième alternance politique, vous avez été porté à la tête de cette prestigieuse institution. Dites-nous un peu, comment avez-vous vécu les premiers mois? Oui, disons que quand nous avons été contactés par les hautes autorités de ce pays-là pour nous proposer le poste, nous avons estimé d'abord que c'était une occasion pour nous de contribuer à la réalisation de la politique que nous avons tous défendue quand nous étions dans l'opposition et que peut-être que le poste répondait un peu au profil que nous avons. Et après notre acceptation, nous avons constaté qu'à la sortie donc du décret, ou en tout cas de la nomination, beaucoup de Sénégalais avaient estimé que c'était le profil qu'il fallait pour diriger le Haut Conseil. Nous rendons grâce à Dieu parce que quand nous sommes arrivés, il ne nous a pas fallu beaucoup de temps pour nous adapter à la situation. C'est vrai qu'à un moment, on était de l'autre côté de la table parce qu'on portait des revendications. Mais c'est un secteur que nous connaissons et la plupart des gens qui sont là, on les a fréquentés. C'est peut-être un peu moins au niveau du patronat, mais là également, c'était des personnalités qui étaient connues dans le pays et qui nous ont également bien accueillis parce qu'on avait fait une tournée pour rencontrer les mandants tripartites, qu'il s'agisse du niveau gouvernemental, du niveau du patronat, comme du niveau des organisations de travailleurs. Nous avons donc rencontré les mandants tripartites pour des prises de contact et des séances de travail pour voir un peu la feuille de route qu'on devait dérouler. Je dois dire que, en tout cas, nous essayons de faire de notre mieux pour remplir les missions qui ont été assignées à l'institution tripartite de promotion du dialogue social. Hier, syndicaliste confirmé, vous avez été porté à la tête de cette institution, comme je l'ai dit tantôt. La transition, est-ce aujourd'hui un avantage ou un inconvénient? Il y a peut-être des avantages et des inconvénients. Parmi les inconvénients, c'est qu'au-delà du secrétaire général du SAEMS que j'étais aussi le coordinateur du grand cadre des syndicats de l'enseignement. Et je pense qu'au-delà du monde enseignant, le monde du travail dans sa globalité, particulièrement les travailleurs, avaient estimé que j'étais là à un poste où leurs revendications allaient être plus facilement prises en charge. Pour moi, c'est un inconvénient. Ils voient en moi toujours celui qui était là. Le bon samaritain. Voilà. Alors que le rôle qui m'est confié aujourd'hui m'impose moi d'être à équidistance des différentes parties. Parce que dans le Haut Conseil du dialogue social, il y a 30 membres au niveau du Haut Conseil du dialogue social. Je disais tantôt que nous sommes une institution tripartite, mais paritaire. C'est-à-dire, tripartite, il y a le gouvernement, il y a les employeurs, le patronat et il y a les travailleurs, n'est-ce pas? Et chaque partie où chaque mandat tripartite est représenté par le même nombre de délégués. Donc il y a 10 travailleurs, 10 membres du gouvernement et 10 membres du patronat. Eux sont désignés par leurs organisations respectives. Maintenant, ils forment l'assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social. Il faut qu'il y ait un président de l'institution. Il ne peut ni être travailleur, ni être gouvernement, ni être employeur. Donc, il revient au président de la République de désigner une personnalité dont il est sûr qu'il présente le profil de l'emploi et il le désigne pour coordonner le travail de l'institution. Et donc, quand vous venez, vous devez être à équidistance des trois parties. Vous ne devez ni être avec les travailleurs, ni être avec le gouvernement, ni être avec
avec les employeurs. Donc vous devez être à équidistance entre les deux. On vous assiste avec un secrétaire exécutif ou un secrétariat exécutif, où il y a un secrétaire exécutif et des experts en différents domaines dans le cadre donc, des missions que vous conduisez. Donc, ce qui fait que je m'efforce toujours à faire comprendre aux travailleurs, c'est vrai que je suis à la tête de l'organisation, de l'institution, mais je ne représente pas les travailleurs, vos représentants sont là-bas. Bon, maintenant l'avantage c'est quoi? C'est que quand on vient poser des préoccupations, on est tout de suite sensible et on comprend les préoccupations qu'on nous expose et on essaie de discuter avec eux pour apporter des réponses. L'autre avantage, c'est peut-être la proximité entre guillemets avec le président de la République, de sorte qu'à chaque fois que nous faisons des recommandations, il y a des retours qui sont positifs par rapport à ces recommandations-là. C'est peut-être le cas de cette grande rencontre tripartite qui a été organisée. Tout ça, ce sont des suggestions que nous faisons et qui sont souvent suivies d'effets. Maintenant aussi, les ministres collaborent parfaitement, n'est-ce pas? Parce qu'en général, quand il y a des différends entre des différents individuels ou collectifs au niveau donc, du secteur public, il faut que nous intervenions, n'est-ce pas? Et quand nous intervenons, évidemment, très souvent, que ce soit des ministres, que ce soit des directeurs généraux, nous avons donc une très bonne collaboration qui nous permet donc de mener à bien nos missions de médiation au sein du Haut Conseil du dialogue social. Votre parcours syndical n'influe-t-il pas souvent dans votre travail aujourd'hui? Oui, mais nous nous efforçons toujours à faire le deuil de notre passé. On fait toujours le deuil de notre passé parce que, évidemment, on est, d'ailleurs, certains employeurs me le disent, il ne faut pas que tu penses que tu es ici pour les travailleurs. Et souvent aussi, quand ils viennent, ils essaient de m'inciter à fouetter un peu mon passé syndical, mais j'essaie toujours de rester conforme à la mission qui m'a été confiée en essayant d'être à équidistance entre les différentes parties. Votre vision de la gestion des conflits sociaux a-t-elle changé avec votre arrivée à la tête de cette structure? Oui, j'ai compris quand même après un certain nombre de choses, même si je dois reconnaître que par le passé, c'est pas, je ne suis pas arrivé à faire des fautes par ignorance de ces aspects, mais j'ai compris que dans la médiation, ou en tout cas dans l'exercice des missions du Haut Conseil du dialogue social, ce n'est pas la médiation et la facilitation qui sont plus importantes. Ce qui est beaucoup plus important, c'est le renforcement de capacité des acteurs. Vous voyez des gens autour d'une table, ils disent qu'ils sont en train de négocier, mais vous avez comme l'impression qu'ils sont en train de se disputer. Ce n'est pas des négociations. Le dialogue social, la négociation, ce sont des techniques qui s'apprennent. Et là, nous sommes intervenus dans plusieurs structures, que ce soit dans le privé ou dans le public, où nous avons fait des sessions de renforcement de capacité. Et on s'est rendu compte après que, pendant une certaine période, il y a un calme et une stabilité que nous observons. Nous avons dit donc qu'il faut mettre le focus sur le renforcement de capacité des acteurs. Et là, l'ignorance des textes, l'ignorance des obligations du travailleur, parfois peut amener les gens à des conflits qui pouvaient être évités. Donc, ça, j'ai beaucoup compris ça, et puis on essaie toujours de le faire. Parce que le Sénégal, en 2011, avait signé une charte nationale sur le dialogue social, en se disant que quand il y a des conflits, ils finissent toujours autour d'une table. Maintenant, autant changer de paradigme. Avant la survenue des conflits, qu'on se mette autour d'une table. Et c'est pourquoi le Haut Conseil du dialogue social a été instruit d'aller vers la mise en place de mécanismes adaptés de dialogue social. Cela veut dire que on est au Conseil du dialogue social, les centrales syndicales les plus représentatives envoient des délégués, les organisations patronales les plus représentatives envoient des délégués, les ministères qui ont plus d'impact sur le monde du travail nous envoient des délégués, n'est-ce pas?
On dit, mais après avoir mis en place tout ça, il faut dans chaque secteur mettre des comités de dialogue social. Et nous sommes en train de mettre en place des comités de dialogue social. Dans le public, nous sommes en train de mettre en place, vous prenez par exemple au niveau du public, on a un comité de dialogue social, secteur éducation et formation. N'est-ce pas? Au niveau de l'enseignement supérieur, on n'a pas encore de comité de dialogue social au niveau ministériel. Mais dans plusieurs universités, on a mis en place des comités universitaires de dialogue social. Vous allez au niveau de chez Anta Diop, on a un comité de dialogue social. À l'UGB, on a un comité de dialogue social. À l'université numérique chez Amadou Kane, on a un comité de dialogue social. Donc, on continue. Maintenant, la difficulté que nous avons, par exemple, au niveau du ministère de la Santé, dans l'éducation, on connaît les syndicats les plus représentatifs. Mais dans le secteur de la santé, on ne connaît pas encore les syndicats les plus représentatifs. Il n'y a pas encore d'élection de représentatifs. Il n'y a pas d'élection. Nous sommes en train de discuter avec le ministère pour les amener à tenir des élections de représentativité. À partir de ce moment-là, la répartition des postes, des places au niveau du comité de dialogue social, pour ce qui concerne les travailleurs, ça va faciliter. Mais la discussion, on peut accompagner, on va accompagner le ministère de la Santé pour aller dans ce sens-là. Bon, maintenant, dans le privé également, ou dans le parapublic, vous allez au niveau de la CNO, on a un comité de dialogue social. Vous allez au niveau de Auchan Sénégal, on a un comité de dialogue social. Au niveau de la LONAS, on a un comité de dialogue social. Au niveau du secteur de la microfinance, on a un comité de dialogue social. Donc, c'est ça un peu les dispositifs, ou en tout cas les mécanismes adaptés de dialogue social que nous faisons dans chaque structure en fonction donc de... on essaie d'adapter le comité à la structuration donc, de l'organisation. Par rapport à l'actualité, Monsieur le Président, vous venez d'assister à l'édition 2025 de la conférence sociale qui est placée sous le thème Emploi et employabilité, défis et perspectives pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Que vous inspire un peu cette édition? Oui, je dois dire que la conférence sociale, c'est la 4e édition. Ça veut dire que le dialogue social se porte... bon an, mal an, ça porte bien au Sénégal. La preuve, c'est que nous sommes une école pour la plupart des pays africains. C'est une très bonne chose. Il faut se féliciter également du thème qui a été choisi. Emploi et employabilité, défis et perspectives dans un Sénégal juste, souverain et prospère. Peut-être que s'il y a à redire, c'est peut-être dans le format. Pour moi, une conférence sociale, comme son nom l'indique, de ce genre-là, ça ne doit pas être un peu entre 4 murs et que seuls les sachants doivent participer à ça. Pour moi, ça relève d'une promesse électorale du candidat Bassirou Diomaye qui aujourd'hui est devenu président de la République. Là, les questions d'emploi et d'employabilité sont tellement importantes que pour moi, ça devait être une sorte de forum national sur l'emploi et l'employabilité. Parce que l'emploi, oui, on dit qu'il faut créer les emplois. L'État en crée, même si on pense que ce n'est pas son sport favori. Le privé en crée. Donc, c'est un dialogue entre ces acteurs-là par rapport à la création d'emplois, à la préservation de l'emploi et à l'évolution de l'emploi au Sénégal. Pour moi, c'est important. Mais quand on parle d'employabilité, c'est comment faire en sorte qu'un individu qui n'avait pas un certain nombre de compétences, qui n'avait pas un certain nombre de qualifications, qui n'avait pas un certain nombre de... Comment il va faire pour devenir employable et comment faire, comment on appelle ça encore, que les emplois qui existent là soient conformes à la formation qu'on dispense. Pour moi, les instituts de formation, les universités, etc., tout le monde doit être là-dedans. Et ça devait être 2 journées d'animation communautaire, je dois dire, au niveau national, pour que véritablement qu'on sente que cette préoccupation-là tient à cœur, Monsieur le Président de la République, et qu'on doit donner corps à cette promesse électorale. Monsieur Dianté, depuis en tout cas un certain temps, plusieurs fronts se sont ouverts dans plusieurs secteurs d'activité du pays. Et comment appréhendez-vous un peu ces conflits? Quand nous sommes arrivés au niveau du Haut Conseil de dialogue social, nous avons estimé que la prévention des conflits était plus facile que la gestion des conflits. Et donc,
on a décidé d'inscrire notre action dans l'anticipation des crises. Ça nous a permis de désamorcer beaucoup de mouvements de contestation. À commencer d'abord par mes camarades du G7. Quand nous sommes arrivés, le lendemain, on a eu vent qu'il y avait une assemblée qui se préparait pour lancer un plan d'action d'avertissement. Nous avons rencontré, on les a convoqués, ils sont venus au conseil et on les remercie pour cette disponibilité. Et nous leur avons demandé que nous voulons faire la situation dans le secteur de l'éducation, qu'est-ce que vous pensez? Ils nous ont dit non, de toute façon vous devez être au courant. J'ai dit oui, mais moi ça fait au minimum 8 à 9 ans que je ne suis pas entré dans ces considérations-là, j'aimerais comprendre. Et ils ont expliqué. J'ai dit maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous pourrez attendre d'une institution comme le Haut Conseil des sociales? Ils nous ont dit, nous ne renoncerons à notre Assemblée générale ou éventuellement à notre plan d'action que s'il y a une réunion du comité de suivi durant le mois de novembre. N'est-ce pas? En novembre, il y avait la campagne électorale déjà. Moi, quand je m'installais, on était en campagne électorale. Il y avait les élections législatives. Mais ils voulaient que les élections législatives étaient prévues le 17 et ils voulaient que le comité de suivi se tienne le 17. Nous avons pris l'engagement. Et en discutant avec, déjà en informant les plus hautes autorités du pays et en discutant avec les ministres, le ministre de la fonction publique a accepté de les convoquer le 26 novembre. Même si cette réunion-là, après, ne s'est pas tenue parce qu'ils ont préféré, la partie syndicale avait préféré se retirer, mais au moins, les bases ont été le fil du dialogue était renoué avec les autorités. Et après, on a continué avec le ministre de la fonction publique en lui demandant de continuer à discuter avec eux. Et finalement, une autre réunion s'est tenue en début décembre. Donc, cette fameuse grève-là n'a jamais eu lieu. On en a fait de même avec les syndicats de la santé. Certains n'étaient même pas des syndicats. Vous prenez les internes des hôpitaux, l'association des internes, des anciens internes d'hôpitaux, on les a reçus. Là aussi, il y avait des contestations, on a fait des propositions, même si par la suite, nous en tout cas, on a fait une proposition structurelle pour ce qui concerne les internes des hôpitaux et également ceux qui faisaient les médecins en spécialisation. On a fait des propositions structurelles et nous considérons que cette proposition n'a pas été appliquée, de sorte que les choses semblent également être relancées. Mais tous ces gens-là, pratiquement dans tous les secteurs, jusqu'aux agents qui considèrent être licenciés, nous avons tous rencontré et nous avons essayé de faire soit de la médiation, soit de la facilitation pour que la stabilité puisse venir. Mais au-delà de ça, et lorsqu'il y a eu la publication de l'audit sur les finances publiques, nous avons estimé qu'il y avait quand même lieu qu'à un sommet, à un certain niveau, qu'il y ait une rencontre entre les acteurs pour se parler franchement. Parce que quand même, quand la situation économique du pays arrive à un certain niveau, il est important qu'une autorité comme le président de la République ou une autorité comme le Premier ministre puisse rencontrer les présidents de confédérations d'employeurs, les secrétaires généraux de centrales syndicales de travailleurs pour discuter et trouver un consensus. Et quand nous avons fait les diligences auprès des autorités, l'idée d'un pacte social était née. Peut-être que déjà elle pensait elle-même à cela, mais en tout cas, l'occasion faisant le larron, les deux propositions sont allées dans le même sens et il fallait travailler dans ce sens-là. Nous avons espoir que le 1er mai 2025, le pacte social sera signé. Et nous n'avons de cesse de dire aux mandants tripartites de comprendre un fait. L'initiative du pacte social vient du gouvernement, mais ce n'est pas une demande du gouvernement. Parce que chaque mandant tripartite y trouve son intérêt. Si je commence par le gouvernement, évidemment, quand il y a un pacte de stabilité, c'est de nouvelles autorités. Ils sont venus avec un nouveau référentiel des politiques publiques qu'ils veulent mettre en pratique. Et pour mettre cela en pratique, ils ont besoin d'une accalmie, d'une stabilité sociale, d'une paix sociale. Donc, dans ce cas-là, ça arrange le gouvernement. Ça arrange également les employeurs. Parce que
il n'y aura pas d'interruption ou d'arrêt de travail dans les entreprises. Le travail va pouvoir se poursuivre dans les entreprises et la création de richesses pourra se faire également. Mais celui qui bénéficie le plus de cette affaire-là, c'est le travailleur. Parce que les premiers impacts positifs induits vont d'abord pour le travailleur. Parce que dans le cadre d'une répartition équitable des produits, des fruits de la richesse. Donc, c'est heureux que M. le Premier ministre, qui a présidé la première grande rencontre tripartite le 27 février, ait dit que, en tout cas pour ce qui concerne le gouvernement, tout sera mis sur table et en toute transparence, les gens vont pouvoir discuter. Ce qui veut dire que quand il y a production de richesse, n'est-ce pas, les fruits de cette richesse-là seront posés sur la table et on verra un peu comment répartir. Et ça, je pense que ça fait que ramener le climat de confiance entre les acteurs. Parce que c'est ça qui manquait auparavant dans les relations professionnelles. Si les travailleurs parlent, le gouvernement ne les croit pas. Parce qu'on considère qu'il y a un non-dit. Quand le gouvernement prend des engagements, les travailleurs n'y croient pas parce qu'ils se disent qu'on va aller demander le respect des accords. Et finalement, il n'y avait plus de confiance entre les acteurs. Aujourd'hui, je crois qu'avec la posture de ces nouvelles autorités, il y a un retour de la confiance entre les acteurs, en tout cas dans le cadre de la relation professionnelle. Et nous pensons que ce n'est que bénéfique pour un dialogue social constructif et progressiste. Mais justement, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, en sa personne morale, M. Mody Guiro, a estimé que, en tout cas, les discussions entamées avec le gouvernement du Sénégal n'ont pas jusque-là produit un peu, pour le moment en tout cas, les résultats attendus par rapport à son organisation syndicale. Quel rôle aujourd'hui le Haut Conseil du dialogue social peut-il jouer pour arrondir un peu les angles? Oui, je crois que le secrétaire général Mody Guiro n'a pas parlé que pour la CNTS. Il a parlé parce qu'il représente un peu le front de la défense du travail, quelque chose comme ça. Alors, lorsque pour la première fois, par voie de presse, nous avons appris une complainte des organisations de travailleurs au niveau des centrales syndicales, nous avons dit, cette fois encore, nous n'allons pas attendre que les centrales aillent en grève ou alors poser un acte supplémentaire. Nous allons les convier à une rencontre. Et ce que nous avons fait par téléphone en appelant chacun d'entre eux pour leur demander de nous rencontrer afin qu'on puisse comprendre les préoccupations des travailleurs et informer qui de droit. Et c'est lorsque nous avons contacté le secrétaire général Mody Guiro que cette rencontre a pu se tenir ici au niveau du Haut Conseil du dialogue social. Et un vendredi après-midi en plus. Quand nous avons discuté, ils nous ont fait part d'une plateforme minimale. Et cette plateforme minimale, nous l'avons reçue le vendredi, un vendredi. Avant de rentrer cet après-midi-là, nous avons fait toutes les diligences nécessaires et informé qui de droit. Le lundi, nous devons être en assemblée plénière à Saly. Et quand nous sommes allés à Saly, ils ont reçu, les centrales syndicales ont reçu une convocation du ministère du Travail pour discuter sur la plateforme minimale des centrales. Cela veut dire que ça a donné un effet, un résultat. Et quand nous avons quitté cette rencontre-là, les centrales syndicales et le gouvernement a accepté d'aller vers un pacte social. La première rencontre tripartite s'est tenue et le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, avait donné des instructions pour l'ouverture à la fois de négociations globales, ça c'est entre le ministère du Travail et les centrales syndicales, sur les cahiers de doléances, sur la plateforme minimale, qui sont des préalables avant d'aller vers un pacte social. Mais également, à côté des négociations globales, il fallait ouvrir des négociations sectorielles. N'est-ce pas? Et parmi les préoccupations des centrales, c'était l'arrêt des licenciements. Je pense qu'il y a des licenciements qui ont eu lieu, mais dès lors que les syndicats, les centrales syndicales ont pris en main cette revendication-là, et que la discussion a débuté entre les syndicats et le gouvernement, l'acte fort qu'il fallait poser, c'est de suspendre les licenciements en attendant. N'est-ce pas?
Et ça également, ça a été posé en préalable à la discussion pour le pacte social. Et c'est compréhensible que si le gouvernement continue, malgré tout, à faire des licenciements, que les syndicats disent qu'ils ne sont pas d'accord avec cette manière de faire et leurs préoccupations ne semblent pas être prises correctement en charge à leur niveau. Mais moi, la lecture que j'en fais, peut-être en tant qu'ancien syndicaliste, cela dit que c'est un signal qui a été lancé en direction du gouvernement pour dire attention, nous ne sommes pas contre la signature d'un pacte de stabilité, mais nous avons des préoccupations préalables qu'il faut prendre en charge. Et là, on est dans le cadre d'une discussion. Sortir et s'adresser à l'opinion, c'est une façon donc de mettre le gouvernement devant ses responsabilités pour que le processus ne soit pas interrompu. Et je pense quand même que des réponses vont être apportées à ce niveau-là et ça ne doit pas pouvoir compromettre la signature du pacte de stabilité. À vous entendre parler, vous êtes très optimiste par rapport à la signature de ce pacte de stabilité sociale à la date du 1er mai. Comment vous y travaillez présentement? Oui, en fait, vous savez, nous sommes en contact permanent avec les mandants tripartites. D'ailleurs, plus avec les travailleurs et les employeurs qu'avec le gouvernement. Ça peut sembler paradoxal. On est plus en contact avec les travailleurs, les employeurs, qu'avec le gouvernement lui-même. Mais je pense quand même que sur cette question-là, nous avons fait ce que nous devons faire. Maintenant, il revient au mandat tripartite de repositionner le Haut Conseil du dialogue social dans le dispositif, dans le pacte qui est encore en cours. L'animation du pacte et le suivi du pacte est assuré par le Haut Conseil du dialogue social, qui en est donc le secrétaire, qui assure le secrétariat exécutif du pacte de stabilité. N'est-ce pas? Et quand je dis qu'il revient au mandat tripartite de repositionner le pacte de stabilité, c'est aussi bien les travailleurs, les employeurs et surtout le gouvernement qui doit faire l'arbitrage nécessaire pour repositionner le Haut Conseil du dialogue social de par sa composition, de par sa neutralité. Parce que le Haut Conseil du dialogue social n'est pas partie prenante. Alors que le gouvernement est partie prenante. Le patronat est partie prenante. Les travailleurs sont partie prenante. Mais le Haut Conseil a une position de neutralité dans cette affaire. Donc pour renforcer la confiance entre les acteurs, il revient d'abord au gouvernement de repositionner le Haut Conseil du dialogue social dans le dispositif de gestion du pacte. Ça, à chaque fois qu'une partie parmi elles nous interpelle pour nous dire attention, on a telle préoccupation, nous contactons la partie qui est interpellée directement pour la ramener vers la table de négociation et que nous puissions tous tirer dans le même sens. Et nous ne manquons pas également d'en informer le président de la République. Si c'est Mansour Sow qui est interpellé, non seulement nous interpellons directement Mansour Sow, mais nous informons le président de la République que voilà la situation qui s'est présentée, nous avons fait tel acte. Et donc, au moins pour son information et pour que demain, quand il doit prendre des décisions, qu'il puisse les prendre en toute connaissance de cause. Peut-être l'avant-dernière question, c'est plutôt le revers de la médaille. D'aucuns, en tout cas, estiment aujourd'hui que le Haut Conseil du dialogue social, ils l'ont assimilé même au Conseil économique, social et environnemental, au Conseil des collectivités territoriales comme étant une institution budgétivore. Est-ce que cela est dû à une mauvaise perception ou dans une certaine mesure un défaut de communication? Peut-être les gens ne sont pas trop au courant de ce que cette structure peut jouer en termes donc, de dialogue social. Quand je suis arrivé au niveau du Haut Conseil du dialogue social, après mon installation, j'ai réuni mon cabinet, je dois dire comme ça, le secrétariat exécutif. Je leur ai dit, j'ai deux préoccupations dans cette institution. La première, c'est que même parmi les mandats tripartites, encore moins dans l'opinion, les gens ne connaissent pas l'utilité de cette institution. Donc mon premier combat, c'est de montrer à tout le monde que cette institution-là, elle est utile. N'est-ce pas? Deuxième chose, c'est que nous sommes une institution qui n'est pas
bien connu des Sénégalais. Parce que moi, quand je rencontre des Sénégalais ou qui m'appellent, ils me disent mais... Est-ce cela est dû à un déficit ou un défaut de communication? Oui, mais avec les mandats tripartites, j'ai rencontré des secrétaires généraux de santé, ils me disent mais vous là, votre travail consiste uniquement à aller à Saly et revenir. Vous savez pourquoi il dit ça? Les délégués des organisations syndicales sont conviés tous en assemblée plénière. Nous n'avons pas de local ici qui permet de réunir les gens et d'avoir un travail serein pendant 2 à 3 jours. On est obligé d'aller à Saly. Et leur délégué là, c'est à cette période seulement qu'ils demandent une autorisation pour aller, parce que quand on vous dit où est-ce que vous allez, on dit on va au Haut Conseil du dialogue social à Saly. Ils pensaient que ça se résumait à ça. Alors que le Haut Conseil du dialogue social a, au-delà de l'assemblée plénière, a un bureau. Dans ce bureau-là, qui est présidé par le président du Haut Conseil, nommé par le président de la République, il y a un vice-président travailleur, un vice-président gouvernement et un vice-président employeur. Plus maintenant les présidents de commissions thématiques qui sont en place. Ce bureau se réunit tous les mois. N'est-ce pas? Les commissions thématiques qui sont au nombre de 7, elles se réunissent tous les mois sur la base d'une feuille de route. Parce que autant le gouvernement a un référentiel des politiques publiques, aujourd'hui c'est l'agenda 2050, nous avons un cadre stratégique d'intervention triennal. Donc on prend pendant les 3 ans, on dit voilà les activités qu'on va faire sur la base de nos orientations, en s'appuyant sur le référentiel des politiques publiques. Maintenant, quand on met en place ce cadre-là, on donne une feuille de route à chaque commission thématique qui élabore après son plan d'action. Et tous les mois, les commissions sont tenues de se réunir. N'est-ce pas? Et tous les mois, le bureau également se réunit. Maintenant, tous les 3 mois, parce qu'on a 4 assemblées plénières par année, c'est par trimestre. Chaque trimestre, on fait une assemblée plénière. Maintenant, l'institution fonctionne quotidiennement. Et quotidiennement, c'est le secrétariat exécutif qui donc met en pratique les résolutions et les orientations des différents organes, plus le président qui conduit cela. Or, aujourd'hui, on est quand même au nombre de 3 qui travaillons quotidiennement à la promotion du dialogue social au Sénégal. Donc, c'est moi-même, c'est le secrétaire exécutif et un expert qui est chargé des questions de législation sociale. Et aujourd'hui, comment comptez-vous faire dans le cadre de la communication pour que l'importance de vos missions, les missions qui vous sont assignées, soient davantage connues du grand public? Oui, en fait, vous savez, vous avez touché, vous avez lâché le mot, c'est la communication. Quand je suis arrivé, j'ai dit au secrétaire exécutif, est-ce que vous avez un site? On m'a dit non, le site ne fonctionne pas depuis des années. Vous avez les plateformes Twitter, X, Instagram, YouTube, etc. Rien du tout. On est arrivé, on était pratiquement en fin d'exercice budgétaire, mais dès le début de l'année, j'ai dit non, ce sont des structures qui sont des choses qu'il faut mettre en place. Il nous faut un site. Là, on est en train de relancer le site. Il nous faut les plateformes. Les plateformes sont déjà mises en place. Il nous faut même une équipe de communication. Malheureusement, le budget que nous avons, et justement, ceux qui pensent que nous sommes une institution budgétivore, n'ont pas de budget. Le Haut Conseil du dialogue social n'a pas de budget. Le Haut Conseil du dialogue social ne profite que de transferts de crédit de la part de la présidence de la République. Et ce transfert de crédit se fait par trimestre. On nous dit, au début du mois de janvier, ou parfois vers la fin du mois de janvier, pour les 3 premiers mois, vous avez droit à tel montant. Et c'est logé au niveau du Trésor. Sur la base des activités que nous avons programmées, nous essayons donc de faire le nécessaire pour pouvoir récupérer cet argent-là et faire nos activités. En mars, on nous envoie la deuxième tranche. En juin, on nous envoie la 3e tranche. C'est comme ça que nous fonctionnons. Donc, ça n'a rien de budgétivore, ça? Non, notre budget, en tout cas ce que nous recevons en termes de transfert de crédit, ça ne fait même pas la moitié d'1 milliard.
Ça fait pas la moitié d'1 milliard. Maintenant, ça nous permet de payer les salaires pour ceux qui sont là de façon permanente, parce qu'on a quand même... Et ensuite, on fait toutes les autres activités avec ça. Il s'est trouvé que dans le cadre des relations professionnelles, avec la nécessaire réactualisation des conventions collectives, on s'est rendu compte que la plupart des conventions collectives qui existent là sont obsolètes, n'est-ce pas? Et il y a des domaines qui sont aujourd'hui choisis comme étant des moteurs de croissance au niveau du référentiel de Sénégal 2050, qui n'ont même pas de convention collective. C'est le cas des professions agricoles et assimilées. Notre rôle, nous, ce n'est pas de conduire des négociations collectives qui relèvent du ministère du Travail, mais c'est de permettre aux acteurs, dans le cadre de la modernisation des relations professionnelles, de permettre aux acteurs de disposer d'un avant-projet de convention collective, et si ça les satisfait, d'aller dénoncer la convention qui existait là et demander au ministre du Travail d'ouvrir des négociations pour aller vers la signature d'une convention collective. Et nous précédons cela par des sessions de renforcement de capacité. Nous appelons tous les acteurs, gouvernement, employeurs, travailleurs, on se retrouve quelque part, on fait des renforcements de capacité et nous prenons de ces transferts-là de crédit le montant nécessaire, ça coûte très cher, pour prendre des experts pour qu'ils puissent élaborer des avant-projets de convention collective. Nous sommes en train de le faire avec les mines et les industries extractives. Nous sommes en train de le faire avec les professions agricoles et assimilées. Au moins pour ces deux-là, avant la fin de l'année 2025, on aura des avant-projets de convention collective avec la classification des emplois qui est faite par l'ONFP, et on va donner aux différents acteurs ces avant-projets-là, et la partie qui voudrait pourra saisir le ministre du Travail pour engager des négociations. Donc on le fait avec ça. Et je pense que malgré la grande utilité de cette institution-là, les moyens ne suivent pas encore, aussi bien sur le plan financier, budgétaire donc, que sur le plan du personnel. Je vous ai dit... Les ressources humaines. Les ressources humaines. Je vous dis que nous sommes que 3 à nous occuper quotidiennement. Vous voyez, quand il y a une activité en dehors du siège, que les 2 membres du secrétariat exécutif sont conviés à cela, je ne peux pas faire de médiation. Parce que pour faire de la médiation, il faut que je sois avec au moins un collaborateur proche pour pouvoir faire. Ce qui fait qu'à pendant cette période-là, on est obligé de suspendre les audiences que nous accordons aux personnes ou aux organisations qui nous interpellent, jusqu'à ce que au moins un membre du secrétariat exécutif puisse être présent pour pouvoir continuer ce travail. On l'a dit à un ministre qui a même ri sous cap, mais en même temps qui nous a proposé de voir peut-être au niveau des ministères, au niveau des organisations patronales, même peut-être au niveau des organisations syndicales, s'il y a des profils que nous recherchons et dont ils disposent, eux, de pouvoir les mettre à notre disposition. Parce que là, la grande difficulté, c'est par exemple prendre un journaliste professionnel et ne pas être capable de lui payer plus de 200 000 francs par mois. Oui, donc il n'acceptera pas. Donc, si vous n'avez pas cette possibilité-là de recruter quelqu'un pour s'occuper correctement de la communication de votre institution, vous êtes obligé donc de prendre... Voilà. Donc c'est un peu ça la grande difficulté. On veut avoir des profils qualifiés, mais financièrement, on n'a pas les moyens. Les moyens ne suivent pas. C'est ça. Monsieur Dianté, on est arrivé au terme de cet entretien. Votre mot de la fin? Je pense que j'en ai discuté avec les plus hautes autorités du pays. C'est d'abord aller vers la réforme des textes, parce que, mine de rien, le décret portant organisation et fonctionnement du Haut Conseil dialogue social a fait 10 ans. Après l'avoir pratiqué pendant 10 ans, et dans un nouveau contexte où nous nous trouvons, il est important aujourd'hui que nous puissions aller vers la réforme de certaines dispositions de ce décret-là. Les mandats tripartites avaient voulu, compte tenu de la transversalité des missions du Haut Conseil dialogue social, parce que le Haut Conseil dialogue social, il est compétent dans le public, il est compétent dans le privé, il est compétent dans le parapublic,
et il est compétent dans l'économie informelle. Et que cette transversalité des missions fait que le Haut Conseil ne peut pas être sous la tutelle d'un ministère, il faut qu'il soit élevé à un certain niveau. Est-ce que c'est au niveau de la primature qui est partie prenante dans les négociations, ou bien est-ce que c'est au niveau de la clé de voûte des institutions qui est la présidence? Aujourd'hui, le Haut Conseil du dialogue social est à son ancrage au niveau du cabinet du président de la République. Ce que je trouve être une bonne chose pour tout le monde. Parce que, en dernier ressort, c'est M. le Président de la République qui prend les décisions. À défaut de prendre directement des décisions, il peut instruire les autres niveaux de décision pour leur dire agissez dans ce sens-là parce qu'il y a telle partie qui a des problèmes. Je trouve que c'est une très bonne chose. Mais maintenant, je crois qu'il faut donner plus de prérogatives au Conseil du dialogue social. Parce que il y a des situations dans lesquelles il faut nécessairement une institution qui a une totale neutralité par rapport à la chose, qui doit pouvoir prendre ça en charge. Et que, en tous les cas, le Haut Conseil du dialogue social ne peut pas être un doublon du ministère du Travail. Parce que le ministère du Travail s'occupe des différents collectifs dans le privé. Mais le public est géré par le ministère de la fonction publique. La fonction publique ne peut pas gérer des problèmes dans les entreprises. Donc nous sommes présents à la fois au niveau du ministère du Travail, présents au niveau du ministère de la fonction publique, nous sommes présents dans le parapublic et nous sommes présents dans l'économie informelle. Donc ça ne peut pas être ni le doublon du ministère du Travail, ni le concurrent du ministère de la fonction publique, mais c'est une institution transversale et surtout qui est une institution d'aide à la prise de décision. Et c'est pourquoi, si aujourd'hui il y a un différend, par exemple, au sein d'une direction générale, et que la direction générale se trouve incapable de gérer la situation, elle va remonter la chose au niveau de son ministère. Le ministère ne peut pas régler ça. Ça va remonter au niveau de la primature. Mais si ça monte au niveau de la primature et que la primature ne peut pas régler, on ne va pas tout de suite aller voir le président de la République. Il faut qu'il y ait quelqu'un, une structure tampon, qui prenne en charge cette question-là, qui discute de cette question-là et qui propose en dernier ressort à M. le Président de la République la décision à prendre. Et à ce niveau, je pense que c'est sous cet angle-là qu'on doit comprendre le rôle du Haut Conseil du dialogue social et savoir que, en tant qu'institution qui intervient dans le dialogue social, mais c'est également une institution d'aide à la prise de décision des autorités de ce pays-là. Et donc, est-ce qu'il faut maintenant l'amener à un niveau de haute autorité ou autre? Ça, il revient au président de la République de décider ce qu'il veut faire de ça. Tout comme on peut conserver le nom, mais donner beaucoup plus de prérogatives pour davantage renforcer le climat de confiance qu'il y a aujourd'hui entre les acteurs. Voilà, merci beaucoup à vous. Mamadou Lamine Dianté, c'est le président du Haut Conseil du dialogue social. Merci d'avoir eu l'amabilité de recevoir les équipes de l'agence de presse du Sénégal, la vitrine du Sénégal. Merci beaucoup à l'équipe technique qui a assuré la coordination et la réalisation de cet entretien exclusif. Rendez-vous est pris très prochainement avec un autre invité. D'ici là, restez scotchés et connectés sans jamais vous déconnecter sur les différentes plateformes de l'agence de presse sénégalaise. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci. Merci.